la joie de recevoir ce matin Pierre Dimecq. Bonjour. Bonjour Anne. Pierre. Nous nous connaissons puisque vous fréquentez les mêmes lieux de mémoire que moi. Vous étiez à Orange pour l'inauguration de cette très belle statue de Boris le Jeune, évoquant le martyre des 32 carmélites, des 32 religieuses d'Orange. Il y avait des carmélites, mais il y avait aussi d'autres religieuses. Et vous êtes juriste et historien de formation, et vous utilisez ce doux temps de la retraite pour écrire de fort jolis livres sur la première partie de votre vie, sur votre enfance, qui a été vécue en Algérie. Vous êtes donc ce qu'on appelle un pied noir. Le premier livre, le roman, qui est vraiment un très beau roman, lourd, profond. On s'embarque dans ce livre et on peut déguster chaque ligne d'une jetée l'autre, aux éditions Jean Curuchet, qu'on trouve encore sur Internet. Vous avez écrit un livre très intéressant qui s'appelle « Pieds noirs et cou rouge ». Il était 2 fois l'Amérique, où vous comparez de façon très intéressante les vies des pionniers qui se ressemblent en effet, la marche vers l'ouest et la Louisiane, et les pieds noirs. C'est vrai que c'était une comparaison qui s'imposait. Et vous avez écrit un livre très intéressant qui s'appelle « La désinformation autour de la culture des pieds noirs ». Et c'est vrai qu'on ne connaît pas grand-chose. On connaît Jean Brune, cette haine qui ressemble à l'amour, qui est, je crois, un très grand livre. Mais on ne connaît pas le reste. Aux ateliers, il faut le faire. Et enfin, des chants poétiques, des poèmes, chants pour Malte, puisque vous avez découvert et vous êtes remonté à l'origine de votre famille, de vos ancêtres qui sont de Malte. Alors, j'ai choisi comme illustration de cette émission le Ville d'Oran, c'est-à-dire mon bateau préféré. Le bateau préféré, qui en effet nous accompagne tout le temps d'une jetée l'autre, puisque c'était le lien entre Marseille et Oran et Alger, et que de façon extraordinaire, il a été racheté après la guerre, il ne portait plus du tout le même nom. Il est mort de la perte de l'Algérie. Et vous le reconnaissez. Oui. Et vous le reconnaissez dans un autre port. Alors ça, c'est fantasmé. C'est fantasmé, bon. Il avait été vendu aux Grecs. Il était peint en blanc, mais sa silhouette était connue de moi. Et je vais pas... mais je pourrais vous dire même longueur, largeur, tirant d'eau, nombre de chevaux. Oui, non, c'est magique. Connaissais tout du Ville d'Oran. C'est magique cette histoire. Je dirais que je le voyais de ma fenêtre dès le plus jeune âge. Je dominais le port d'Alger. Bien, voilà. Et donc, voilà. Alors vous avez imaginé, ce ne sont pas des récits à la première personne. Vous avez imaginé 4 jeunes garçons et toutes les aventures qui leur arrivent et toute cette vie si chaleureuse que vous savez parfaitement rendre. Vous aviez pris des notes, comment est-ce que vous avez fait? Les meilleures notes que j'ai, ce sont mes souvenirs, parce que j'ai une mémoire qui est Vous avez une mémoire en béton, j'ai l'impression. Oui, absolument. Ça, c'est déjà plus pratique. Elle me travaille, des fois, elle me torture. Ah oui. C'est vrai que la mémoire est torturante. Ceci étant, pour la jeunesse du livre, je vous dirais que la rédaction de ce livre n'a pas été uniforme. J'ai repris des textes que j'avais écrits isolément sur plusieurs années. Je me suis basé beaucoup sur la réalité, parce que les quatre mousquetaires sont des amis de fac. Et j'ai pimenté même la question en me dédoublant en quelque sorte pour pas que je sois trop reconnaissable. Voilà, je ne sais pas si j'y ai bien réussi parce que ceux qui me connaissent bien m'ont reconnu dans les deux. Et alors moi, je ne vous connais pas assez pour savoir si c'est vraiment vous, mais en tout cas, il y a un caractère d'authenticité qui s'échappe de ces pages je vais étonnantes. vous dire que l'enfance, je n'y ai pas touché parce que j'ai trouvé que c'était
c'était trop beau, alors que ça n'a pas été une enfance mirifique. C'est une enfance rêvée. J'ai été fils unique, hein, et donc j'ai été d'un tempérament très, très rêveur dès l'école primaire. Et je me disais d'ailleurs, en suivant TV Liberté, vous savez, les questionnaires d'été, oui. à 10 ans, qu'auriez-vous voulu faire à l'âge de 10 ans? Oui. Et si on m'avait interrogé, j'aurais dit, à 10 ans, je voulais être roi de France. Alors que je n'avais jamais été en France métropolitaine. Mais en cours moyen deuxième année, ce que je raconte, c'est tout à fait la vérité. Nous étions trois amis, là, oui. et nous jouions au roi. Alors j'étais le roi de France. Et vous jouiez au roi. Et d'ailleurs, mais vous êtes devenu roi de ce groupe parce qu'un seul gamin vous a traité de roico. Voilà. Il y avait deux injures à Alger, c'est roico et pétiniste, comme par hasard. Oui, on cumulait. J'ai eu les deux. Parce que finalement, vous nous faites découvrir que Alger était extrêmement communiste. Ah, ça a été très à gauche. Très communiste. Oui, très absolument. Mais là, c'était des gens, c'est vrai, hein, là, c'était des gamins de mon quartier. C'était des gamins de votre quartier. Oui. Alors, il n'y a pas de grand passage sur la tragique fin, sur les attentats. Vous êtes passé très vite. Mais il y a je l'ai fait sous forme de trois nouvelles, la robe blanche, la robe grise et la robe noire. Voilà. J'ai synthétisé ça théâtralement un peu. La plus belle des scènes, c'est cette demande en mariage de Marcel qui reste sur le paquebot de l'exil. Voilà, Marcel et Anne-Marie. Il n'avait pas pris sa décision et devant la folie des événements, ils la prennent. D'ailleurs, vous racontez que le nombre des mariages a augmenté. Alors là, c'est une réalité. Au moment des événements. À partir de 59-60, oui. Il y a eu pas mal de mariages au point de vue dans le monde de l'université, parce que pour moi, l'université reste le plus beau souvenir de ma vie, l'université d'Alger. Oui. Et j'ambitionnais d'ailleurs d'être agrégé d'histoire du droit romain. Bien sûr. Voilà, et puis ça ne s'est pas fait. Bien sûr. Et donc ces mariages ont augmenté, donc j'ai transposé ça, si vous voulez, sur ce mariage à bord du ville d'Alger. Alors, c'est très beau parce que vous allez trouver un prêtre, votre héros va trouver un prêtre sur le bateau, le prêtre marie vos héros, et il a cette très belle phrase, que Notre-Dame d'Afrique vous garde, oui, et désormais, que Notre-Dame de la Garde prenne son relais. Alors, je peux vous dire que ce prêtre a existé, que je lui ai même soumis le livre après, c'est vrai. Et que c'était... Je peux dire son nom, il a rejoint l'au-delà des mers, comme on dirait chez les Patagons. Oui. C'était le chanoine Porta de Notre-Dame des Armées de Versailles. Bien sûr, hein? Bien sûr. Que j'ai connu, c'est une scène extrêmement belle, extrêmement forte. Vous me faites très plaisir en disant ça, parce que je l'ai tiré vraiment de souvenirs personnels très... Alors, autre scène, vous allez, vous repartez à Malte, à La Valette. Ce qui est très émouvant, parce que La Valette, c'est aussi un quartier c'est une petite ville près de Toulon. Oui. Rémi, sèche tes larmes. Ton prénom est France, mais ton nom est Malte. Oui. Ça, je l'ai tiré de mon mental, mais le voyage donc à Malte est un voyage réel. C'est ma découverte de Malte en 1966. Et le souvenir extrêmement fort, j'avais connu l'arrivée donc en métropole en octobre 62, militaire, avec l'accueil par les CRS, etc. Et là, je débarque à Malte en 66. C'est d'un petit bateau qui allait de Naples à Benghazi. Oui. Et il y avait un vieux douanier qui regarde mon passeport français et qui me dit « Mec, maltaise ». Je l'aurais embrassé. Il vous a reconnu. Voilà, reconnu. Reconnu. Et j'ai retrouvé la trace de la famille, guidée par des renseignements épars. J'étais guidé jusqu'à Floriana, où j'ai retrouvé donc de lointaines cousines. Voilà, c'est très émouvant, cette recherche. Grâce à un couvent capucin dont un grand-oncle avait été prieur, le révérend père Dimec. Alors, lisez D'une jetée l'autre, parce que c'est encore une fois une très très belle promenade dans vos souvenirs, dans votre enfance. C'est très très bien écrit. Alors la jetée a existé, c'était la grande jetée nord du port d'Alger, et qui avait, j'allais dire,
qui était très féminine. Elle avait une courbure de bras comme ça. Et c'est pour moi mythique parce que je me suis baigné à cette jetée, j'ai fait du vélo, etc. Et donc c'est quelque chose qui a un retour matriciel, si j'ose dire. Bien sûr, bien sûr. Et d'une jetée, l'autre, c'est un petit hommage discret à Céline. Je n'ai pas dit d'une jetée à l'autre, surtout pas. D'une jetée l'autre, comme d'un château l'autre. Alors, le deuxième livre qui est très intéressant, c'est Pieds noirs et cou rouge. Il était 2 fois l'Amérique. C'est un essai, donc, aux éditions de Paris. Et alors, c'est très riche aussi parce que, finalement, au-delà de l'aventure de ces 2 peuples, le peuple des pionniers en Amérique et le peuple des pionniers de France et de Suisse et d'Alsace et d'Italie et d'Espagne, vous montrez l'attachement de ces hommes et de ces femmes à leur terre, cette terre qu'ils ont créée, qu'ils ont arrosée de leur sang et de leurs larmes et de leur sueur. Et ce qui fait aussi la force beaucoup de ce livre, ce sont les témoignages que vous êtes allés chercher en Louisiane, comme bien sûr chez les Pieds noirs. Alors je dois vous dire que cet essai, moi je le conçois comme une seconde thèse de doctorat. Oui. J'avais soutenu ma thèse d'abord sur Malte, l'histoire de Malte, mais là plus tard je l'ai conçu comme un travail universitaire, un trait référencé. Et pourquoi alors l'explication, il était 2 fois l'Amérique? C'est parce que j'ai mis en perspective notre aventure et notre sort avec 2 points de l'histoire des États-Unis qui ne se recoupent pas nécessairement. C'est-à-dire qu'au début, dans la phase, j'allais dire, de conquête de l'Oued, c'est le Far West. Le Far West, oui. Et vous, c'est le Far Wed. Et après, si vous voulez, notre drame, notre tragédie, l'accusation dont nous avons fait l'objet, nous avons été comme les sudistes, qui était une autre société des États-Unis, parce qu'il fallait nous abattre, donc on nous a traités de tous les péchés. Bien sûr, vous étiez responsable de tout. Et donc on a eu cette double comparaison, si vous voulez. Et donc là, je l'ai appuyé sur des éléments littéraires et puis aussi sur les éléments de l'actualité. Et pour les mêmes raisons, j'ai envie de dire, absolument. Pour des intérêts financiers. Oui, exactement. Puisque il faut lire, chers amis de TV Liberté, il faut lire Sparte et les sudistes, qui est un livre magique de Maurice Bardèche, qui explique comment le Nord a voulu, aux États-Unis, écraser le Sud pour des raisons d'industrie du coton. Et ce qui est étonnant, c'est que vient de sortir récemment un livre qui s'appelle, d'un historien américain, qui s'appelle Irwin Wolf, qui a écrit un livre qui s'appelle « Les États-Unis et la guerre d'Algérie », et qui montre que le général de Gaulle, les Américains plutôt, ont soutenu le général de Gaulle dans sa marche au pouvoir, à condition qu'il laisse l'Algérie et surtout le pétrole, parce qu'ils avaient bien évidemment des yeux sur ce pétrole. Et vous me disiez que c'était su déjà en Algérie. D'ailleurs, vous en parlez je ne sais plus dans lequel. Bien, il y avait des éléments d'abord qui faisaient que d'époque, et qui montraient que l'anticolonialisme des États-Unis venait de leur propre histoire. C'est-à-dire les donneurs de leçons de morale. D'autre part, une incompréhension totale sur ce que représentait, j'allais dire, une expansion à la française. Mais il y a eu aussi des éléments qui n'ont, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui n'ont pas été diffusés parce que c'était secret militaire. Je peux vous donner donc le témoignage de mon défunt père, qui avait été remobilisé après donc la campagne de Tunisie, après la campagne de France, la retraite, etc. Il avait été remobilisé et il était, compte tenu de son âge, père de famille, etc. Et donc il était à la direction du matériel à Alger. Et dès 1943, au courant 1943... C'est-à-dire un an après le débarquement des États-Unis en Algérie. Des convois d'armes et de munitions entre Alger
et le constantinois avaient disparu. Enfin, c'est pas des convois entiers qui disparaissaient, mais chaque fois, il y avait un wacon, etc. Et ce sont des armes qu'on a retrouvées plus tard dirigées contre nous. Hein. Et qui donc, voilà. C'était qui donc préparé. étaient données à au l'évidence, FLN. ça a été préparé. Voilà. Ça, c'est intéressant à savoir parce que... voilà, je crois que ça n'est pas su. Alors, il y a un seul homme qui s'est bien comporté, c'est Eisenhower, qui a bien compris que si on lâchait l'Algérie, le sort des Français allait être très douloureux. Oui. Et ça, il a compris. Vous savez, les Américains ont eu un comportement qui a été ambivalent, parce que même il n'y avait pas d'hostilité déclarée de certains Américains au maréchal Pétain et à l'amiral Darlan. Ah ben bien sûr, mais tout ça, c'est dans les livres du gendre. Anglais qui, eux, tout ça, c'est dans les livres du gendre du maréchal Pétain. Et puis il y a aussi les témoignages du général Giraud. Et puis les témoignages du général Giraud, absolument. Ouais. En tout cas, il faut remercier Bernard Cole, qui est le patron de Jeune Pied Noir, qui a rappelé cela et qui fait en ce moment une lettre ouverte à Trump en expliquant que les États-Unis sont tout de même à l'origine de cette horrible souffrance de l'expropriation des Pieds Noirs de leurs terres et que donc il faudrait qu'ils insistent. C'est une lettre à Trump pour que Trump incite la France à appliquer la loi justice et vérité. La démarche est belle, mais je pense que... Absolument, Trump a certainement d'autres choses à s'occuper que des Pieds Noirs, mais je trouve que... Qu'en son temps, ce livre a été acquis par plusieurs universités américaines. Oui. Bah oui, bien sûr. Et encore une fois, les témoignages sont extrêmement troublants et très beaux. Vous savez, Anne, tout m'attachait, c'était la terre, son environnement, c'est la terre où je suis née, c'est la perte de quelque chose. Je me sentais le destinataire du travail de mon père, ce qui me manque, mon village, la tombe de mon père. Voilà. Alors évidemment, dans un temps où il est de bon ton de liquider toutes les tombes dans les cimetières, parce qu'il n'y a plus de concession perpétuelle, donc qu'est-ce qu'on a à s'occuper d'une tombe qui date de 50 ans. Donc nous sommes un peu obsolètes, mais il faudrait quand même rappeler que... Mais autre point de rattachement, un écrivain qui était, on pourrait dire, un libéral, Gabriel Odisio, qui était un descendant d'immigrants italiens à Marseille, un Marseillais, qui était dans le courant méditerranéiste, etc. Mais en 1938, disait « ce serait un grand tort de ne pas voir que l'Algérie est une sorte d'Amérique à la française et qui vaut bien la Californie. » Oui. Parce que à cette époque, l'Algérie était une terre d'invention, de recherche, très en pointe sur le côté scientifique, médical, etc. Ça vous le mettez très en valeur là-dedans. Puis on s'en rend compte parce qu'il y a des tas de Pieds Noirs qui ont percé en France après la guerre. Et qui ont été... Alors, ils n'ont pas percé parce qu'ils étaient Pieds Noirs. Ils ont souvent percé parce qu'ils étaient de gauche. Parce qu'après la guerre, il n'y avait d'intelligents que les gens de gauche. C'est évident. Pourquoi n'y avons-nous pas pensé plus tôt? Il suffit d'être à gauche pour être intelligent. Mais, alors, vous le montrez très bien dans cet avant-dernier livre que nous allons traiter, La désinformation autour de la culture des Pieds Noirs. Vous mettez en valeur tout ce que tous les grands écrivains qui ont laissé des témoignages ou des romans ou importants. Alors, Jean Brune, est-ce que vous pouvez nous parler de Jean Brune? Alors, Jean Brune, c'est une œuvre très, très ramassée dans le temps, parce que Jean Brune et d'extraction, ça a été d'abord dans le temps et surtout un très grand journaliste. Oui. Les enquêtes, c'était un homme de terrain, c'est un homme qui s'est élevé en Kabylie. Alors Jean Brune, il avait l'âge de maman, il était né en 1912, et il a eu une vie familiale très malée. Hein, et il s'est élevé avec les petits Arabes, les petits Kabyles, il avait une connaissance intérieure, charnelle de l'Algérie, et dans ses grands reportages, surtout sur Comme Norbert Bulto. Voilà, exactement. Qu'il a connu d'ailleurs. Bien sûr. La connaissance qui a écrit un beau roman aussi sur son enfance. Oui. La connaissance de la Kabylie, etc. Et Jean Brune, donc, alors, cette haine qui ressemble à l'amour. Ce titre est magnifique.
superbe, mais j'allais dire, c'est tout sauf un roman. Ce n'est pas essentiellement un roman, c'est une œuvre d'anthropologie, et c'est une œuvre surtout, alors, Jean Brune avait, j'allais dire, en commun avec Jean Raspail, d'avoir eu la prémonition de ce qui allait arriver. Voilà, de ce qui allait arriver par la connaissance. Alors je peux vous dire que moi, qui ai connu Jean Brune au cercle des étudiants royalistes, j'étais encore au lycée à 17 ans, quelques mois avant le déclenchement de la rébellion, c'était en mois de juin 1954, nous avait réunis dans un petit restaurant sur les Hauts d'Alger en disant il va arriver des choses très graves. Les autorités avaient été averties et rien n'y a fait. Donc cette haine qui ressemble à l'amour, c'est un monument. En plus, il montre, et c'est tout à fait d'actualité aujourd'hui, pratiquement en 2020, la connivence profonde, en dépit des apparences, entre l'islamisme et le communisme. Et maintenant, on peut dire entre l'islamisme et la laïcité. Il le montre de façon lumineuse. Alors après, il y a son journal d'exil, qui est un peu à part dans son œuvre. La révolte, c'est sur le pouls des généraux, c'est peut-être le moins percutant. Et puis son dernier, qui est un pamphlet, qui est interdit aux chiens aux Français. Alors, il montre là son art du portrait, mais je ne résiste pas à vous parler par à coup, si vous voulez, de interdit aux chiens en français commence par, en exergue, une phrase de Bardèche. Nous sommes une église qui ne peut prier que dans les catacombes. Et Francine de Seyne, son amie, elle est un peu amoureuse de lui, par correspondance, mais j'ai bien connu, moi, Francine de Seyne, qui m'avait donné la lettre. Qui a écrit un document sur... le journal d'une mère de famille pied noir, au jour le jour. Qui est un document affreux. Qui est affreux parce que c'est la réalité qui était affreuse. On en sort absolument effondré. Et donc, m'a donné elle avait interrogé Jean Brune, pourquoi avoir mis cette phrase. Et Jean Brune lui répond ceci, les catacombes, c'est cette société secrète que nous sommes, tous dispersés en hexagonie, mais tous liés par des souvenirs que personne ne peut comprendre, mais qu'un sourire, un clin d'œil ou un silence suffit à faire surgir. Et plus loin, il dit « Nos catacombes, c'est l'écho d'une voix qui met le verbe à la fin de la phrase, ou qui rit comme mon ami Ponce, dont Babelouette disait qu'il riait en espagnol. Ce n'est pas tout, c'est l'infinie pitié pour nos victimes qui pour d'autres sont des coupables, et c'est notre respect pour les violences des nôtres qui pour les autres sont des crimes. C'est cette sorte de solidarité instinctive qui nous lie, tous dressés contre l'adversaire, même s'il nous arrive de penser qu'en telle occasion ou telle autre, les nôtres ont tort. Reprenons la phrase « Nous sommes une église qui ne peut prier que dans les catacombes », c'est-à-dire qui ne peut vraiment communier que dans ses secrets inaccessibles. Et là, toute la galanterie de Jean Brune, il termine en disant « Et dites-moi que vous la trouverez belle ». Il avait un panache, cet homme extraordinaire. Il avait beaucoup de panache. Et beaucoup de séduction. Oui. Malheureusement, il nous a quittés en 1973 à Nouméa, et j'ai son souvenir vivant, ses correspondances, etc. Voilà. Il nous est doux de rappeler le souvenir de Maurice Bardèche qui voyait juste et sur le passé et sur l'avenir. Je terminerai par ces chants pour Malte qui sont très très jolis. Vous écrivez avec beaucoup de facilité et de bonheur. Et quand on vous lit, on a envie de partir à Malte. Maintenant, il faut que je parte à Malte. Il faut vite y aller parce que ça se dégrade. Oui, je vous ai entendu dire qu'il y avait beaucoup d'immeubles. Oui, ça a beaucoup de destruction. C'est l'appât du gain, c'est le tourisme de masse. Malte est une des victimes collatérales du tourisme de masse. Voilà, vous écrivez « Son soc aride a su protéger ses richesses des puissants du moment et des marchands rapaces. Tout s'est joué autour de ses rades maîtresses. Malte, port absolu au centre de l'espace. Toi qui viens en riant te draper de soleil, t'enrouler dans la mer pour des plaisirs ludiques, n'en écarte jamais le blanc et le vermeil du destin de ce lieu, expression héraldique. Malte qui te reçoit est toujours un abri qui s'ouvre à qui se sent attiré par ton port. Son hospitalité n'est toujours pas tarie, mais exige en retour de l'estime en apport. Voilà, Pierre Dimecq, vous nous avez fait beaucoup voyager, vous nous avez appris beaucoup de choses. Vous avez encore un autre manuscrit sous le coude ?
Manuscrit non, puisque je suis très, très occupé par présent maintenant. Ah oui, c'est vrai, vous écrivez des chroniques dans le journal présent. Voilà, exactement. Et donc, si vous voulez lire Pierre Dimecq... je jette des idées. C'est extraordinaire. Je tiens un cahier de première page de romans futurs, mais je m'arrête souvent à la seconde. Je jette ça sur le papier. C'est un gros travail. Voilà. C'est un gros travail. Donc, d'une jetée l'autre, Pieds noirs et cou rouge, la désinformation autour de la culture des pieds noirs et Chant pour Malte. Merci beaucoup, Pierre Dimecq. Merci, Anne. Pour ce beau voyage. Amis de TV Liberté, à très vite.